Chapitre 1er. Keir Gardens était un immeuble neuf de la City, construit derrière le Royal Exchange, la bourse de Londres, dont la façade, construite par William Tite en 1844, ressemblait à celle d'un temple grec, avec son fronton triangulaire et ses colonnes à chapiteaux composites. Lorsque la reine Victoria avait inauguré l'édifice, l'Angleterre régnait sur un vaste empire. Lui se contentait de régner sur le cœur d'une femme. Mais cet empire-là ne valait-il pas l'autre? La retrouver en secret, comme chaque mois, demeurait une aventure extraordinaire. Qui aurait pu soupçonner leur relation? Jouir de ce mystère l'excitait au plus haut point. Il n'aimait pas beaucoup le nouveau visage que prenait la City, avec quantité de constructions modernes qui rongeaient peu à peu le cœur historique de Londres, déjà bien éprouvé par le grand incendie de Placé 166. Mais il fallait vivre avec son temps et, à dire vrai, il se moquait de l'architecture et ne songeait qu'au charme de la femme fabuleuse qu'il allait retrouver, après avoir pensé à elle pendant 29 jours. Par bonheur, il pleuvait. Il enfonça son chapeau à large bord sur sa tête, chaussa des lunettes fumées et monta le col de son imperméable. Dans la main droite, il tenait l'attaché-casse classique de l'homme d'affaires efficace et pressé, dans la gauche l'indispensable parapluie. Il prenait soin de modifier sa démarche habituelle, de se voûter ou de se grandir, bref, de se donner une allure différente de la sienne propre. À chacune de ses visites, il passait devant le gardien de l'immeuble, un sexagénaire perpétuellement penché sur des revues stupides relatant les faits et gestes de la famille royale et de l'aristocratie britannique. L'homme ne levait jamais la tête et serait bien incapable de donner une description des centaines d'hommes et de femmes qui entraient et sortaient chaque jour de Keir Gardens. Gardens, les jardins. Il n'existait que dans l'imagination de l'architecte, qui s'était englué dans la froideur du béton et l'anonymat d'une décoration passe-partout, identique à celle des autres buildings fonctionnels, bâtis à l'identique dans n'importe quelle ville du monde. Cette médiocrité vaguement luxueuse lui convenait. Quantité de sociétés louaient ici bureaux et sièges sociaux, à l'année, au mois, à la semaine, parfois même à la journée. Il ne voyait personne, personne ne le voyait. Il entra dans l'un des 10 ascenseurs et appuya sur le bouton du 6e étage. Pendant le court trajet, il songea aux courbes charmantes de sa maîtresse, à sa séduction incomparable, à sa manière de l'attirer et de le repousser, à sa magie si diabolique qu'elle eût, en d'autres temps, été condamnée comme sorcière. Les portes de l'ascenseur s'écartèrent. Il jeta un œil sur le palier. Personne. Si un curieux avait été présent, il serait monté à l'étage supérieur et aurait effectué autant de manœuvres que nécessaire avant de sortir une clé de la poche de son imperméable et de l'enfoncer dans la serrure de la porte d'un bureau sur laquelle était apposée une plaque « Ego Production ». Aucun bruit. Était-elle déjà arrivée ou serait-il le premier? Tremblant, il entra. 2 pièces et une salle d'eau. Un local fonctionnel dont le mobilier, cependant, aurait surpris un bureaucrate bon teint. Ni machine, ni téléphone, ni meuble de rangement, mais un lit de repos canné en acajou de Cuba, 2 fauteuils de planteur aux accoudoirs se dédoublant en repose-pieds, et une table à thé aux pieds à 3 branches, comme il se devait sous le règne de Victoria. Dans une petite armoire en palissandre au fronton élégant, des peignoirs et des serviettes de bain. Dès qu'il sentit son parfum, où dominait l'odeur du santal, il ferma les yeux. Oui, elle était déjà là, dans la salle d'eau, en train de se déshabiller, de quitter ses vêtements du dehors, de l'existence terne et grise du monde extérieur, pour revêtir une robe d'intérieur grenat, au décolleté très profond, à moins qu'elle eût choisi de lui apparaître comme Ève avant la sortie du paradis. Il ouvrit les yeux. Elle avait choisi la seconde solution. Elle se jeta à son cou, lui arracha ses vêtements, et ils s'étendirent sur le lit en acajou de Cuba. Il prenait sa douche. Depuis plus d'1 an, ils se donnaient ainsi rendez-vous, sans savoir qui ils étaient. Telle était la règle de leur jeu. Ne pas se poser de questions, ne pas tenter d'identifier l'autre, et se consacrer uniquement au plaisir d'une liaison à nul autre pareil. C'était à la fois doux et violent, inquiétant et rassurant. Le secret nourrissait leur passion. Ils ignoraient même leur prénom. S'appelaient Chéri et Chérie. Utilisant souvent, comme n'importe quel couple, de petits noms plus ou moins ridicules qui rythmaient dans leurs ébats. Ils n'arrivaient ni ne partaient ensemble, et s'étaient promis de ne pas se suivre.
Jamais la conversation ne portait sur leur travail, sur leur goût, sur l'existence qu'ils menaient en dehors de leur lieu de rendez-vous. C'était merveilleux ainsi, et ils s'en satisfaisaient. À chaque nouvelle étreinte, ils avaient l'impression de se découvrir pour la première fois. Ne jouissaient-ils pas du meilleur d'eux-mêmes, loin des vicissitudes du quotidien? Pourtant, la curiosité s'était emparée d'elle, mais elle avait réussi à repousser cette pulsion infantile qui risquait de tout détruire. Il prenait sa douche, et sa veste était posée sur l'accoudoir d'un des fauteuils de planteur. Pieds nus, elle s'approcha. Il lui suffisait de tendre la main, de sortir le portefeuille et de regarder ses papiers pour connaître son nom, son adresse, peut-être sa profession. Non, elle ne devait pas. En agissant ainsi, elle trahissait leur pacte et briserait un amour exceptionnel dont elle avait tant besoin. Non, elle n'aurait pas dû. Mais c'était si tentant. Et puis il ne saurait pas, et elle oublierait aussitôt ce qu'elle avait appris. Oui, elle se le jurait à elle-même. Elle ne se souviendrait de rien. Elle sortit le portefeuille de la veste, l'entr'ouvrit d'une main hésitante, et regarda. Quelle ivresse supplémentaire! Quel plaisir d'ouvrir une porte interdite et de savourer un fruit défendu! Pourquoi as-tu fait ça? La voix de son amant lui glaça le sang. Il se tenait sur le seuil de la salle d'eau, une serviette autour de la taille, et la contemplait avec un regard qu'elle ne lui connaissait pas. Non, non, je n'ai rien fait. Tu as consulté mes papiers, n'est-ce pas? J'en ai eu envie, mais j'ai renoncé. Je t'ai vu. J'ai tout oublié, je te jure. Comme c'est dommage, ma chérie, comme c'est dommage. Nous vivions une aventure magnifique, inespérée, et tu viens de tout gâcher. Ne crois pas ça, notre passion est intacte. Pourquoi avoir brisé notre pacte? Oublie ce moment de folie, je t'en supplie. Tu sais qui je suis, et tu ne pourras plus l'oublier. Désormais, tu ne m'aimeras plus comme tu aimais l'inconnu que j'étais. Tu te trompes, chérie. Il ôta sa serviette et s'approcha d'elle. Un instant, elle crut qu'il lui pardonnait sa bêtise et qu'il allait de nouveau la prendre dans ses bras. Mais d'un geste d'une rare violence, il l'étrangla avec la pièce de tissu humide. Il serra si fort que l'air lui manqua aussitôt et qu'elle ne put prononcer aucune supplication. Ses yeux étaient entreglacés, comme ceux d'un tortionnaire qui venait de perdre son jouet favori. Inerte, les bras ballants, elle tomba à ses pieds. Elle n'avait été qu'une femme curieuse, incapable de s'élever à la hauteur de sa passion. Juste était le châtiment qu'il lui avait infligé. Il s'habilla, ramassa les vêtements de la morte qu'il brûlerait chez lui, et quitta le local de Keir Gardens qu'il effacerait de sa mémoire.